Donc, l'avenue du DSP, c'est un peu comme les dessins à numéros des enfants. Là. C'est pour ça que je les mets à côté, mais ça ressemble un peu à ça. Puis si on regarde, plus l'échantillonnage est élevé, c'est-à-dire plus qu'on a de points, plus qu'on est fidèle au signal d'origine. Si on n'a pas assez de points, bien, ça ne ressemble plus pendant tout le temps. Vous le voyez dans la ligne du bas. Et le DSP est intimement relié à la capacité de l'équipement à processer toute ce qu'on appelle le bitrate, ou la quantité de données qui doit plus que de points, plus c'est difficile à interpréter pour un équipement, et ça a une certaine limite. Vous me suivez? Connaissez-vous qui connaît le Moore's Law? Ah, on a un là, en informatique. Ah, le Moore's Law, c'est un monsieur d'IBM qui a dit l'informatique, les circuits intégrés, c'est des transistors qu'on donne. Hop, il y a un extraterrestre qui appelle. Qui appelle Didier. On a. OK, je vais répondre. Dans un circuit intégré, dans les années 70, on avait 1000 transistors dans un circuit intégré. Et le Moore's Law, ce que ça dit, c'est qu'à tous les 2 ans, on double la capacité. En 2020, on avait 50 milliards de transistors dans un circuit intégré. Et c'est exponentiel. Regardez la courbe ici, là. C'est exponentiel. Et ça fait en sorte que l'informatique évolue beaucoup plus vite que tout le reste. Pourquoi? Parce que, il y a un marché commercial, tout le monde a des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, et ça, c'est un marché, l'argent est là, c'est pas comme en radio amateur, ça doit prendre assez de temps avant d'entrer dans ton argent quand tu développes une radio. Quand on a vendu 50 000, c'était pas mal un gros succès. Fait qu'on est chanceux d'avoir des manufacturiers qui s'investissent à faire des équipements pour nous. Okay? Fait que quand ils vont être là, on va continuer à avancer. Mais tout ça pour dire que, il y a une dizaine d'années, je participais à un événement Cisco. Je ne sais pas ceux qui connaissent Cisco ici, là, mais dans le domaine dans lequel je travaille. Je travaille en télécommunication. Aujourd'hui, on parle de protocole IP, on parle moins de RF. Et il présentait qu'on devait séparer ce qu'on appelait le control plane du data plane. Le data plane, c'est les ports physiques d'un équipement, nos SO239 sur nos radios, par exemple. Ça, c'est essentiel. On a besoin de ça pour brancher nos antennes. Ça prend certains modules, il y a des pièces minimales à avoir. Puis ce qu'il disait, c'est la même chose avec les routeurs Cisco, c'est qu'on va virtualiser le contrôle, l'intelligence vers des serveurs informatiques. Ceux qui sont en informatique savent de quoi je parle. Pourquoi? Parce que l'informatique évolue beaucoup plus vite et la capacité de traitement est beaucoup plus grande. Et tout ce qui demande du process, on est mieux de le sortir de l'équipement. Et on va se concentrer pour l'efficacité de tout ce qui est hardware. Vous me suivez toujours? C'est là qu'arrivent les radios SDR, Software Defined Radio. Et on a ça aussi en télécommunication, on appelle ça du SD-WAN, Software Defined Wide Area Network. Même principe, data plane, control plane, le cloud, on est tous dans le même principe. En radio, les modèles que je vous montre là, c'est des modèles qui sont autonomes. Mais à l'intérieur, c'est plus des radios traditionnelles dans le sens où c'est vraiment un logiciel qui roule. L'avantage de ça, on peut faire des mises à jour, ajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas avant. On voit avec les mises à jour qu'on a. Fait que ça permet ça aussi, et ça permet d'augmenter la capacité de traitement d'un signal. Ce que ça a pour effet, c'est ça réduit les coûts des équipements. Aujourd'hui, prenez un lycée de 7300, regardez le prix, puis comparez-le avec un FT1000 des années 2000. Comparez la performance. C'est jour la nuit. Mais on parle d'un équipement qui se rend 3 fois moins cher qu'un FT1000 qui vendait de 25 ans. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de moins de composantes quand on traite avec un logiciel, parce que la capacité de traitement est grande. Ici, vous regardez les radios les plus dispendieuses. Vous avez par exemple un FT101, DX101D, comme ça. Ces appareils-là, c'est numéro 1 chez Sherwood Engineering. Il y a un mix entre un SDR et des pièces conventionnelles, qui coûtent plus cher, plus pesant, parce qu'on a encore des roofing filters. J'ai essayé de traduire ça en français, là, puis Google me disait, il appelait ça des filtres de toiture. Je vais laisser roofing filter, ça va être plus simple. Et
Et ces appareils-là sont extrêmement performants, ils sont plus dispendieux. Regardez, qui connaît Electcraft ici? Electcraft, c'est des radios SDR. Puis les SDR emmènent aussi un changement de tendance chez les manufacturiers. Ceux qui sont bons en programmation sont après prendre le marché. Il y a des compagnies qui se sont fondées, basées sur leur expertise logicielle. On pense à Flex, on pense à Anan, on pense à toutes les compagnies, ou à Expert Electronic, des compagnies qui ont sorti soudainement parce que ces gens-là avaient de l'expertise informatique et de programmation. Et Electcraft, justement, ils ont le K4, qui est un SDR, ben, ils s'en viennent avec la version HD. La version HD, c'est quoi qu'elle a de plus? Elle a des gros fin filters dedans. Et elle a plus de pièces, naturellement, beaucoup plus cher. Encore une fois, le prix va augmenter. Par contre, rien ne vaut un bon filtre à cristaux qui vient vraiment isoler un signal et qui vient de le couper carrément. Et là, après ça, on prend le SDR aussi pour finir le travail et avoir plus de performance. Important pour ceux qui font des concours, justement, parce qu'il y a beaucoup de noms en même temps. Là. Fait que c'est ce qu'on voit comme tendance. Oups, c'est bon. Les répéteurs, tout le monde sait comment fonctionnent les répéteurs analogiques. Hein? C'est fait pour couvrir plus large en distance, pour augmenter ce qu'on appelle le line of sight entre deux stations de radio, probablement en VHF, en UHF et plus. Fait que ça, c'est un répéteur. On a vu apparaître les modes numériques. On a vu le T-Star en premier. C'est le plus étroit en termes de largeur de bande. Hein? On parle de 4.8K à peu près utilisables. Un petit peu plus serré, malgré que ça s'est amélioré que les radios plus récents, mais ils étaient les précurseurs de tout ce qui était numérique. Et n'oubliez pas à l'époque que les hotlink Internet n'étaient pas illimités. Hein? Fait que, il y avait aussi une notion d'avoir de quoi d'étroit, qui reste un très bon mode en passant. Et là, on a vu le DMR. Le DMR, c'est un protocole ouvert, c'est commercial, c'était fait pour du commercial. Ça donne énormément de flexibilité pour ceux qui bâtissent des réseaux de répéteurs. Et ça permet aussi un paquet d'interopérabilité et aussi avoir des appareils souvent à moindre coût. Okay? Une disponibilité d'appareils. On a plusieurs manufacturiers étant des protocoles ouverts qu'on peut fabriquer des radios DMR. Et on a le Fusion qui est arrivé par la suite. Sans entrer dans les détails, Fusion, c'est un peu une copie du DMR, mais adapté à la radioamateur, et sa force, c'est vraiment de pouvoir utiliser les deux canaux, ou en fait le 12.5 kHz au complet pour la voix en voice-wise, ce qui représente près du 15 kHz d'une communication FM. Mais on reste quand même limité dans des bandes passantes régies par le gouvernement pour l'utilisation de nos fréquences dans ces bandes-là. On a vu l'arrivée des hotspots. Là, maintenant, on parle sur un répéteur. On ne sait pas si on est retransmis en France ou en Europe ou n'importe où. Bref, c'est comme ça. Hein? Fait que ça amène beaucoup de communications différentes. Et aussi, ça vient diluer l'activité. J'ai essayé d'aller compter le nombre de réflecteurs. J'ai abandonné dans le premier 10 minutes. Il y en avait trop. Il y a trop. Il y a des réflecteurs. Il y a le Grandmaster, il y a le DMR+, il y avait aussi le DMR Mark. Je ne sais même plus si ça existe encore. On a le Yaesu System Fusion, on a le WireX de Yaesu, on a aussi les XFS, on a les FCS. Après ça, en DMR, là, on a plusieurs TG, etc. Ça fait en sorte que les gens se parlent un peu en privé. Il y a probablement plus d'activités qu'il y en avait il y a 20 ans, mais on le voit moins. Ce qui est bien aussi, si on a parlé tantôt du FT8, c'est que ça emmène ça, des gens qui ne parlaient pas anglais ni français de d'autres pays à pouvoir faire des communications. J'ai jamais eu autant de facilité à faire des chinois. J'ai jamais été capable de parler avec eux. Mais en FT8, j'en ai fait 10, je pense, juste un matin. Fait que les conditions étaient bonnes, mais ça emmène aussi cette possibilité-là d'aller chez des pays qui seraient plus difficiles, bien souvent par la barrière de la langue. On a les hotspots ici, mais les hotspots, vous connaissez un peu tout ça, ce que ça permet de faire. Fait que nous réserve le futur? Bon, là, c'est une bonne question. Quelque chose qui est certain, c'est que l'Internet va jouer un rôle important. Qui a vu mon documentaire sur le DXer, le technicien? Juste ça? Mais là.
En fait, allez voir ça. J'ai tourné ça en 2017 avec un budget de 26 $. En fait, c'est un café avec des vins pour Michel et Claude. En fait, Michel, c'est une belle histoire parce que Michel, belle histoire. Bref, Michel, sa conjointe, était malade, elle est décédée aujourd'hui, mais il est obligé de vendre sa maison, d'aller en condo, bref, s'approcher de la ville, etc. Donc, fini le HF. Michel, c'est un DXE, c'est vraiment un fan. Ceux qui l'ont connu avant, ses installations, c'est un vrai. Et dans un Amfest, il y a eu Jean-François Ménard, de A2SS, qui présentait le Remote Trade. Et Michel et son bon ami Claude, hey, tu pourrais faire ça, tu pourrais te connecter sur ma station chez nous, puis là, ils ont décidé de faire un projet, puis là, Claude, c'est vraiment le bricoleur, c'est le technicien, c'est celui qui voulait monter ça, lui, c'est ça son plaisir dans le radioamateur. Il a monté un système avec des amplis à tubes sur chaque bande, il y en a même une qui tient tout seul. Michel, cette semaine, j'étais après monter la présentation, je reçois un courriel de Claude. Il disait, hey Pascal, depuis 2013, Michel me disait combien de stations il a fait. Il a fait 21 282 QSO depuis 2013 et 220 pays ou TXCC différents. Imaginez, avec l'Internet, sans ça, Michel était carrément QRT. Il n'y avait plus de communication. Moi, c'est clair, si je laisse ma maison à un de mes fils plus tard, l'antenne elle reste là, il faut qu'il l'entretienne. Pensez-y, l'Internet, c'est peut-être ce qui va faire qu'on va pouvoir être actif. On parlait d'hotspot tantôt. J'ai entendu un monsieur, je sais me souvenir, c'est l'heure d'appel, M. Drimouski, on l'entendait sur la chaîne un soir, il disait que c'était sa dernière transmission parce qu'il s'en allait il avait des soins de santé, je me souviens plus si c'était lui ou sa conjointe. Et je trouvais ça bien triste, sa dernière transmission sur la chaîne. Une semaine plus tard, je l'entends dans ses 4 FM. Il est rendu avec un hotspot, puis il a sa radio, puis il jase avec ses chums. Tu sais, faut jamais faire l'erreur de pousser du revers de la main une nouvelle technologie, en disant que c'est pas de la radioamateur. Être radioamateur, c'est être un geek, c'est quelqu'un qui aime bricoler, qui veut faire des choses, qui veut parler, qui veut partager aussi. Fait qu'il faut vraiment être ouvert parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être ça qui va faire la pérennité, c'est ça qui attire les gens aussi dans le hobby. Radio SDR, on parlait tantôt du Moore's Law. Qui a un SDR à la maison? Est-ce que vous retourneriez en arrière? Non. Hein? Et là, on est encore, moi je suis encore psychologiquement atteint, j'ai besoin de voir des pitons. On dirait que c'est de la nostalgie de la radioamateur, puis encore plus quand il lampe, réchauffe la pièce, là, mais j'en ai plus de ça. Mais il y a quelque chose de une senteur aussi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est du silicium, mais ça c'est pas bon signe quand ça passe ça. Ça fait le chauffer, c'est une bonne idée. Mais il y a quelque chose de nostalgique par rapport à la radio. Et on n'est pas encore prêt à vraiment tous passer à la souris, à aller vers un SDR 100% piton. Okay? Mais ceux qui l'ont fait, il n'y en a pas un qui va revenir en arrière. Et ça m'arrive des fois de chercher la souris quand j'utilise mon Yesu. On vient qu'on s'habitue et je pense qu'ultimement, l'avenir est dans le SDR. Les performances vont continuer d'augmenter. Les capacités informatiques, ça c'est certain. Et on va avoir vraiment encore de l'évolution à voir, que ce soit des modes numériques ou des façons de filtrer, d'éliminer le bruit, parce que du bruit, on en a. Avec les gadgets électroniques, c'est pas ça qui manque. Ce qu'on voit aussi, Icon est arrivé avec un modèle, tu sais, je m'en vais à Dayton, je regarde ça, jusqu'au 10 gigahertz. On va parler à qui, là? Les personnes qui font des radios dans le 2.4, dans le 5.6, sont-tu... ça après... pas vérifier, là, mais en plus c'est compliqué, là, parce que les coax, là, ils ne pressent plus rien au bout de 10 pieds, là, ces fréquences-là. Là. Mais c'est des modules avec des RJ45, puis le transmetteur, il est vraiment dans le tour à l'extérieur. Il n'est pas après l'appareil, justement, pour éviter la perte. Et ce que ça permet, c'est d'utiliser des bandes de fréquences qui sont assignées aux radioamateurs, qui sont sous-utilisées, parce qu'on voit les plages. Je travaille avec une compagnie de télécom, ça coûte des millions et des milliards d'acheter des fréquences, surtout dans ces plages-là. Fait qu'on a intérêt à les utiliser. Je pense qu'il y a un point aussi qu'Icon veut faire avec ça. Mais il y a aussi l'avantage, quand on monte en fréquence, on augmente la possibilité de largeur de bande. Ça veut dire,
passer du data ou des choses peut-être plus grandes qui deviennent intéressantes. Mais je pense qu'il y a un avenir dans ces modes-là pour aller exploiter ces bandes-là, justement, pour faire du numérique à large bande. Surtout intéressant pour des jeunes, hein, pour vraiment monter des réseaux ou des choses qui pourraient être 100% autonomes aussi à l'extérieur de l'Internet. Là, on va parler, j'achève, je ne sais pas si je suis dans mon 20 minutes. C'est bon? C'est bon, ok. Là, on va parler du futur. Science-fiction ou non, je vous laisserai juger après. Qui a entendu parler de la physique quantique? Ah, c'est plus que mon documentaire. La physique quantique, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu, que même Einstein en a discuté, mais c'est quelque chose qu'on n'était pas capable de mesurer à cette époque-là, dans les années 30, parce que on parle de l'infiniment petit, de la nanoscopie, on parle du photon, de l'électron et ces choses-là. Et on sait que si on regarde les niveaux de civilisation, il y a une autre chose, genre Morse là, pour ça, je ne me souviens plus du terme, mais une civilisation avancée, il y a comme une mesure qu'on regarde si on rencontre des civilisations sur d'autres planètes un jour, mais où ce qui pourrait être dans leur avancement. Et en termes de miniaturisation, on est très avancé versus l'infiniment grand. Pourquoi? On est limité à la vitesse de la lumière, qui est 300 millions de mètres secondes, 300 000 km secondes. Et ça, présentement, la physique ne nous permet pas d'aller plus vite. On ne connaît pas d'autre chose. Une onde radio, c'est la vitesse de la lumière, on atteint toujours cette limite-là. Et pour aller sur une planète semblable à la nôtre, dans une autre galaxie, on va tout être mort 10 fois avant d'y arriver, puis même si on voyage à la vitesse de la lumière. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu plus loin dans le temps. On n'a pas trouvé comment le faire. Mais la miniature, on est capable de l'observer parce que c'est beaucoup plus accessible. Et là, on parle d'accélérateur de calcul, choses comme ça. Et ce qui est intéressant avec la physique quantique, c'est qu'on peut être à la vitesse. Évidemment, on peut réinventer la science, on va réinventer